Bonjour à tous. Mon nom est Suzy Saint-Cerny, je suis chercheure à la chaire en fiscalité et finances publiques. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui et je vous remercie d'être présent en si grand nombre à notre midi-conférence qui nous permet de vous présenter ce que l'équipe a retenu du budget fédéral 2024. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, je vais être là à titre d'animatrice, donc je vais revenir pour la période de questions. Vous pourrez donc poser des questions dans la boîte de conversation comme à chaque fois. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite laisser la parole à Luc Godbout qui vous présente ce contenu. Merci. Merci Suzy. Nous voilà pour un regard sur le budget fédéral 2024 présenté hier par la ministre des Finances, Mme Chrystia Freeland. En premier lieu, si on est en mesure de vous présenter ce midi-conférence, à peine moins de 24 heures après la mise en ligne du budget fédéral, c'est parce qu'on a une solide équipe. Donc, j'aimerais remercier tout le monde là, qui a contribué à la chaire, à la réalisation de cette présentation-là. C'est moi qui la présente, mais c'est grâce à l'aide de tous qu'on est en mesure de le faire aussi rapidement. Donc, le contenu. On va d'abord parler un peu d'éléments qui touchent l'économie, d'éléments qui touchent les finances publiques. L'élément assez important, c'est les changements qui touchent le gain en capital. Donc, on va passer à travers ça. D'autres mesures fiscales ou budgétaires qui peuvent toucher les particuliers, les sociétés. Est-ce qu'il y a des éléments qui viennent changer quelque chose autour de la TPS, fiscalité internationale et des mesures un peu plus budgétaires? Donc, c'est le plan de match pour la prochaine heure que nous passerons ensemble. Alors, sans plus tarder, je passe ça avec les éléments de nature un peu plus économique. Alors, ce qu'on peut voir, c'est du côté de la croissance économique. Pour l'année 2024, on a une croissance qui est assez modeste de 0,7, qui est quand même beaucoup plus faible pardon, que ce qui avait été présenté dans le budget de mars 2003, mais un peu plus fort que ce qui avait été présenté dans la mise à jour économique de l'automne dernier. Donc ça, il faut garder ça en tête. Et on peut voir ou on peut dire que les économistes là, du secteur privé s'attendent à un atterrissage en douceur de l'économie canadienne pour 2024. Et par la suite, là, vous voyez, on revient à une croissance réelle de l'économie là, autour de 2 par année. Du côté de l'inflation, on sait qu'on a eu des années où l'inflation a été un peu élevée en dehors de la cible de la Banque du Canada. Bon, 2023 est derrière nous avec un 3,9 mais quand on regarde 2024 et les années suivantes, on s'aperçoit qu'on est dans la fourchette entre 1 et 3 de cible d'inflation. Et vous voyez, pour 2,5 qui seront prévus pour l'année 2024, et par la suite, on est pratiquement à 2 là, pour le reste de la projection. Du côté du marché du travail, si on regarde le taux de chômage, là, évidemment, si vous regardez où on voit 2020, là, où le taux de chômage a fortement augmenté avec la pandémie, mais par la suite, rapidement, on est tombé sous les 6 Et là, on voit qu'avec le ralentissement économique, on devrait là, avoisiner les 6,5 vers la fin de la période de l'année 2024. Donc, on n'a pas plus d'éléments que ça du côté de l'économie, donc c'était vraiment une courte synthèse. On va aller voir maintenant du côté des finances publiques. Alors, du côté des finances publiques, ce qui est quand même important de rappeler, c'est dans la mise à jour économique de l'automne 2023, la ministre avait identifié quand même des objectifs qui devaient la guider dans la préparation du budget 2024. Elle nommait, dans le fond, 3 objectifs. Elle voulait maintenir le déficit budgétaire pour 23-24 à un niveau égal ou inférieur à ce qu'elle avait prévu de 40 milliards de déficit. Elle voulait abaisser le ratio de la dette au PIB en 2024 par rapport à ce qui était inscrit dans l'énoncé économique et avoir une trajectoire descendante. Et grosso modo, elle voulait faire la même chose du côté de la proportion des déficits en pourcentage du PIB. Donc, dette PIB décroissante, déficit PIB décroissant et même pour le déficit, être sous la barre du 1 en proportion du PIB pour les années 2026 et suivantes. Les prochaines diapos vont nous montrer si elle a pu respecter les objectifs qu'elle s'était fixés
il y a quelques mois à peine. Bon, du côté du solde budgétaire, bien, vous le voyez, pour 2023-24, elle est à 40 milliards, donc elle a respecté ce qu'elle avait dit, donc d'un déficit qui n'excède pas 40 dollars. C'est un peu plus bas que ce qu'elle avait mis dans le budget de 2023, mais similaire à ce qui était présenté dans la mise à jour économique. Pour les autres années, vous voyez que malgré que tout à l'heure, on parlera d'augmentation du poids de la fiscalité, notamment à l'égard du gain capital, bien, vous pouvez voir que les soldes déficitaires du budget sont quand même un peu plus marqués que ce qui était dans la mise à jour économique. Ce qui nous amène à comparer notre solde budgétaire du gouvernement fédéral en proportion de la taille de l'économie. Pour l'année 2024-25, on parle d'un déficit de 1,3 % du PIB. Là, ça nous permet de se comparer, puisque toutes les provinces ont présenté leur budget, ça nous permet de comparer et on s'aperçoit que le Québec et l'Ontario se retrouvent avec un déficit budgétaire en proportion de la taille de leur économie plus important que le gouvernement fédéral et parmi les plus importants dans les provinces également. Et si on compare le gouvernement fédéral, hormis Québec, Colombie-Britannique, il y a seulement Terre-Neuve-Labrador qui a un déficit plus important en proportion de la taille de son économie que le gouvernement fédéral. Si les déficits demeurent importants malgré des hausses de certains impôts et taxes, c'est notamment parce qu'il y a une série de nouvelles initiatives. Donc, il y a près de 58 milliards de nouvelles initiatives pour les années 2023 à 2028 dans le budget 2024. On pense notamment au logement plus abordable de 8,5 milliards. On pense à la hausse des dépenses du côté de la Défense nationale de 8 milliards. Donc, vous comprenez, là, je les liste pas toutes parce qu'il y en a beaucoup. Mais malgré les hausses des nouveaux revenus, on a un coût net des nouvelles initiatives de 10 milliards de dollars au cours de la période. Du côté des revenus budgétaires, bien, sans contredit, les déficits, les revenus budgétaires augmentent. Pour l'année 24-25 par rapport à 2023-24, on parle d'une hausse de 7 % des revenus budgétaires. Et sur l'ensemble de la période, on parle d'une hausse là, qui sera de 4,7 %. Si on regarde les taux de croissance par rapport à ce qui était prévu dans la mise à jour économique, bien, on s'aperçoit que oui, 2024-25 augmente plus vite, notamment par les annonces que je vous parlerai tantôt de changement de la fiscalité. Mais pour les années 25, les années 26, on se retrouve avec une croissance qui va être un peu plus faible que ce qui avait été prévu lors de la mise à jour économique. Ici, je vous le montre un peu par source. L'impôt sur le revenu va augmenter au rythme de taux de croissance annuelle moyenne de 4,4 %. Les droits d'accise au rythme de 4,7 % pour l'année 24-25, mais ça va redescendre par la suite. Et du côté de l'impôt des sociétés, ben, on s'aperçoit là que il y a une croissance importante en 24-25 par rapport à 23-24, mais par la suite, là, ça a une croissance quand même ou une absence de croissance avant de reprendre un peu plus fortement vers la fin de la période. Si on va voir du côté des dépenses le dépense des charges de programme, il augmente au rythme de 3,9 %. Donc, et on constate par contre de l'autre côté une augmentation plus forte du côté du service de la dette. Donc, le service de la dette, là, on a seulement les années 2023 à 2028. On voit une progression de 47 milliards à 64 milliards. Mais si on avait commencé la comparaison en 2020, le service de la dette serait passé de 20 milliards à 64 milliards. Donc, tout dépendamment de la période, on voit qu'il y a une pression additionnelle sur les frais de la dette. Et juste à titre peut-être fait cocasse ou illustration, en 2024-25, les frais de la dette de 50,1 % équivalent pile poil au rendement de la TPS pour la même année. C'est donc dire que toutes les recettes collectées par la TPS serviraient à payer les frais de la dette pour l'année 2024-25 et par la suite,
ben, les frais de la dette augmentent plus rapidement que le rendement de la TPS. Ici, vous voyez la part des revenus collectés par le gouvernement fédéral qui vont, ou qui est la part des frais de la dette en pourcentage des revenus collectés par le gouvernement fédéral. Vous voyez que c'est quand même en phase descendante si on prend une période depuis 2000. Mais vous voyez que depuis la hausse des taux d'intérêt, depuis l'augmentation de la dette suite à la pandémie, ben on est plus autour de 10-11 au cours de la période analysée que les frais de la dette vont représenter en pourcentage des revenus collectés. Si on regarde les charges de programme, donc on voit que pour chacune des années, on va dépenser un petit peu plus que ce qui avait été prévu dans la mise à jour économique. Ici, si on porte une attention plus spécifique au transfert aux particuliers, ben on s'aperçoit que les prestations aux aînés ont une croissance annuelle moyenne de 5,6 %, donc supérieure à la croissance des revenus de l'État, et alors que l'allocation canadienne pour enfants elle va croître plutôt à un rythme de 4,5 en croissance annuelle moyenne. Du côté des prestations d'assurance-emploi, ben 2024-25 va avoir une croissance quand même assez marquée par rapport à l'année 2023-24. On parle d'une croissance de 15 % pour les prestations d'assurance-emploi. Donc, vous voyez, avec le vieillissement de la population, ben, les prestations aux aînés là, vont franchir le seuil du 100 milliards là, en 2028-29 et les années suivantes. Là. Donc, il y a une pression accrue qui va être là de ce côté-là. Si on va du côté des transferts aux autres administrations publiques, les transferts à la santé vont effectivement augmenter au rythme de 4,9 % durant la période, alors que les transferts pour les programmes sociaux, celui qui est en moutarde ici, là, en orangé, croît à un rythme plutôt de 3 %, alors que la péréquation va croître à un rythme de 4,1 %, alors que pris dans leur ensemble, les autres arrangements et transferts qui comprennent notamment le système d'apprentissage pour la garde et autres accords bilatéraux, ben, ils vont, sur l'ensemble de la période, on constate plutôt une diminution. On passait quelques instants sur la dette fédérale. Évidemment, elle est en augmentation avec les déficits qui sont générés au cours de la période. Mais quand on regarde du côté du déficit en proportion de l'économie canadienne, hormis l'année pandémique où il y a eu une forte augmentation, vous voyez qu'il y a quand même un retour vers une tendance à la baisse. Peut-être que la baisse n'est pas suffisamment marquée, mais il y a une tendance et on voit que la ministre a fait beaucoup d'efforts pour ne pas franchir le seuil dette fédérale en pourcentage du PIB de 40 %. Et elle se ramène sur la période pour terminer là, la période de présentation à 39 % la dette en proportion du PIB canadien. Bon, je reviens quand même sur les ancrages budgétaires dont je vous avais fait mention au début. La ministre arrive à les atteindre. Donc, elle a atteint tous les ancrages budgétaires qu'elle s'était fixés à l'automne, malgré un déficit plus important sur l'ensemble de la période. L'ensemble de ces ancrages sont atteints. Il faut quand même le souligner. Après ça, comment elle le fait pour atteindre les ancrages? On va le voir peut-être dans le reste de la présentation. L'élément qui a quand même fait beaucoup d'encre depuis la levée du huis clos budgétaire, c'est ce qui touche le gain en capital. Donc, ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs changements concernant le gain en capital. Ça touche à la fois le taux d'inclusion du gain en capital dans la déclaration de revenus. Ça touche la bonification de l'exonération cumulative sur le gain en capital et ça touche l'introduction d'un nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens. Donc, on va essayer de prendre le temps de revoir ces trois éléments-là qui viennent changer la manière d'aborder le gain en capital dans les déclarations canadiennes.
Donc, tout d'abord, on y va avec le taux d'inclusion du gain en capital. Donc, contrairement au salaire, où chaque dollar de salaire est pleinement inclus dans la définition du revenu lorsqu'on produit la déclaration de revenus, lorsqu'on arrive au gain en capital, à ce jour, c'est 50 du gain en capital qui doit être inclus dans la définition de revenus au moment de préparer sa déclaration. Ce taux-là de l'inclusion partielle va passer de 50 à 66,2%. À partir de quand? À partir de tous les gains réalisés à partir du 25 juin 2024. Donc, la ministre a laissé quelques semaines pour ceux qui étaient sur le point de réaliser des gains en capital, de les réaliser avec le taux qui est actuellement en vigueur de 50 de taux d'inclusion. À 2/3, mais il passe pour les particuliers sur l'excédent du gain en capital annuel de 250 000. Donc, pour tous ceux qui font un gain en capital annuel de moins de 250 000, le taux d'inclusion ne change pas. Il reste à 50 Pour les sociétés et les fiducies, à partir du 25 juin, le taux d'inclusion sans exemption de 250 000 va entièrement passer de 50 à 66,2. Évidemment, par cohérence avec les pertes réalisées dans les années antérieures, ils vont être ajustés pour effacer un équivalent de gain en capital à partir du 25 juin 2024. Essentiellement, le changement dans la fiscalité qui va procurer le plus de recettes sur notamment dans l'année en cours, parce que le gouvernement anticipe qu'il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de gens qui vont se prévaloir de transiger avant le 25 juin pour bénéficier du taux de 50 Donc, on parle, grosso modo, de 19 milliards passés sur 5 ans qui sera collecté grâce au changement de l'inclusion du gain en capital. Bon. Est-ce que c'est grave d'avoir un changement de taux d'inclusion passant de 50 à 66? Je vous montre quand même un petit historique ici pour vous dire que le gain en capital a toujours fait l'objet d'un traitement préférentiel. Avant 1972, il était complètement exclu de la déclaration de revenus, donc pas imposable. De 72 à 87 et du 18 octobre 2000 au 24 juin 2024, c'est une inclusion partielle à 50 Mais si on retourne en arrière, 1988-1989, c'était une inclusion aux 2/3. Et toutes les années 90 et les premiers jours de 2000, c'était une inclusion aux 3/4. Donc, ça s'est déjà vu, une inclusion à un taux supérieur à 50 actuellement. Donc, il va rester un avantage à l'imposition partielle du gain capital, mais l'avantage va être moindre. Puis je rappelle, là, je l'ai dit à la diapo précédente, mais le premier 250 000 pour un particulier ne fait pas l'objet de changement. Ce qu'on peut voir aussi, c'est quand il y a le traitement préférentiel du gain capital, lorsqu'on a un taux d'inclusion de 50 ça veut dire que lorsqu'on est au taux le plus élevé du barème et qu'on réalise 1 $ de gain capital, le taux effectif d'imposition équivaut à 26,7. Si c'est 1 $ de salaire, le taux d'imposition maximale équivaut à 53,3. Et si c'est un dividende déterminé, c'est à 40 Donc, vous comprenez que l'écart de taux faisait en sorte que les fiscalistes pouvaient travailler à faire de la planification fiscale pour convertir du dividende déterminé en gain capital. Et là, suite au changement, on va se retrouver donc avec un taux marginal supérieur sur le gain capital lorsque l'inclusion sera à 66,2 de 35,5 au lieu de 26,7. Ça sera encore un traitement plus avantageux que la réception d'1 $ de dividende déterminé par un particulier québécois. Le corollaire de rendre l'inclusion du gain capital moins préférentielle, qui ne l'est, bien qu'il le reste, il faut quand même noter que la ministre voulait conserver l'idée que quelqu'un qui se part en affaires a un avantage
lorsqu'il réalise par la suite, au succès, un gain en capital. Et donc, la fameuse exonération cumulative du gain en capital qui existe depuis 1985, qui a été longtemps de 500 000, mais par la suite, qui a eu des changements et qui est maintenant indexée, elle valait pour l'année 2024, grosso modo, 1 million. Elle la majore de 25 pour que, à partir du 25 juin 2024, moment où le gain en capital aura une inclusion à 66 et 2 tiers, l'exemption passe à 1 250 000. Donc, une majoration de 25 de l'exonération. Elle renonce à l'indexation pour l'année 2025, mais l'indexation va repartir à partir de 2026 sur le montant majoré. Donc, tout ça a un coût, évidemment, pour le Trésor public fédéral. J'amène un autre élément, c'est une nouveauté. Le gouvernement annonce la mise en place d'un incitatif aux entrepreneurs canadiens. Ça va commencer à s'appliquer à partir du 1er janvier 2025. Et une fois à terme, ça sera un autre 2 millions de gains en capital lorsque un actionnaire vendra les actions de sa PME. Un autre 2 millions qui va faire l'objet d'un gain en capital à taux préférentiel. Ça ne sera pas exonéré, mais ça va être à la moitié du taux en vigueur. Donc, au lieu d'être 66 et 2 tiers, ça sera 33 et 1 tiers qui sera le taux d'inclusion sur le gain en capital. Je dis que la mise en œuvre est progressive parce qu'on parle à partir de 2025 de 200 000 par année qui va être ajouté, si bien qu'au 1er janvier 2024, c'est 2 millions qui va être possible d'avoir comme ça. Et donc, si on regardait, là, si ça s'appliquait toute cette année, là, donc, au lieu d'avoir un exo de 1 million, ben, en 2024, on va avoir un exo indexé de 1 250 000 plus un 2 millions de l'initiative, l'incitatif aux entrepreneurs canadiens, si bien que ça va être, à partir de 2034, en dollars d'aujourd'hui, l'équivalent de 3,25 millions qui va avoir un traitement avantageux. Et donc, quiconque réaliserait un gain de moins de 6 millions et quart, va avoir moins d'impôts à payer suite au changement de la mise à jour du budget que s'il n'y avait pas eu ces changements-là, y compris la majoration du taux. Donc, il faut quand même le mettre en perspective. Pour un actionnaire dirigeant admissible à l'exonération de gains en capital et à l'incitatif pour les entrepreneurs canadiens, tout compté avec la hausse du taux, il y en a quand même qui vont avoir une facture d'impôt à payer moindre qui ne l'aurait été en l'absence de changement budgétaire. Ça fait le tour des mesures qui touchent le gain en capital. On pourra revenir. Là, j'ai vu passer une série de questions là, pendant qu'on se parlait. On pourra y revenir à la fin. C'est ça ma question. Tu vas les prendre à la fin davantage? Ben, c'est comme tu le souhaites. Tu sais, à vrai dire, c'est toi qui décide. Je ne sais pas, je me disais que peut-être je pourrais prendre, en tout cas celles qui sont là, j'en reprendrai pas d'autres, même s'ils s'en ajoutent, là, parce que, mais vu que tu es déjà dedans, je me disais que peut-être. Allons-y. Es-tu d'accord? Je pense que ça fonctionne avec ce qui reste à présenter aussi, là, tant qu'être dedans. Donc, j'y vais dans l'ordre, là. Quelqu'un demandait qu'en est-il je pense que tu en as parlé, là, mais quand même, qu'en est-il des pertes en capital? Y a-t-il un changement ou peu importe le montant, le taux d'inclusion reste à 50 %? Non, mais les pertes en capital faites dans le futur vont faire l'objet d'un ajustement pour effacer. Il y a une concordance là, entre le taux d'inclusion et le taux de la perte pour que ça efface la même proportion de gains en capital avant le caractère imposable. Parfait. Il y a un capital brut, par exemple. La logique demeure, donc. Pour les immeubles, compte tenu des délais à notarier, est-ce qu'on pourra faire un rapport d'évaluation en date du 24 juin pour faire un calcul proraté du gain avant le 25 juin 2024? Il y a peut-être des questions qui sont très techniques. Oui, mais ça me fait penser, on dirait qu'il y a des gens qui ont une bonne mémoire et qui se souviennent du 22 février 1994, dont on a fêté le 30e anniversaire il y a quelques semaines à peine. Non, il n'y a pas de choix au 24 juin
2024. Le seul choix, ça va être de célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Il n'y a pas d'autres éléments à cet égard-là. C'est bon. Quelqu'un dit pas très équitable que les sociétés n'ont pas le 250 000 pour les gains en capitaux. Ça, c'est pas tant une question, finalement. Je ne sais pas si tu veux c'est aborder le caractère équitable. la ministre voulait vraiment cibler sur les particuliers les mieux nantis. Alors, du côté des sociétés, la notion de société mieux ou moins nantie est moins, vraiment. Ce qui fait en sorte aussi, par contre, c'est qu'on va ajuster également le compte de dividende en capital, là. Donc, si le 2 tiers du gain est imposable, le CDC va tomber à 1 tiers et pour tout dividende qui sera versé, là. Question concernant le taux d'inclusion partielle. Est-ce que le budget estime les recettes fiscales qui découleront de la cristallisation des gains en capital d'ici juin? Les budgets l'estiment. C'est pour ça que sur le 19 milliards de revenus prévus sur 5 ans, la majorité des revenus sont dans l'année en cours. Là, vous avez utilisé le mot cristallisation, là, mais pour les particuliers, il faut que ça soit vraiment une transaction réelle. Pour les autres, je comprends qu'on pourrait techniquement transférer ses actifs dans une autre compagnie, puis faire un roulement, puis décristalliser du gain, là. Mais il faut que ça soit effectivement, pour les particuliers, un gain réel. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, là, je comprends que... Ouais, c'est ça. Mais on ne peut pas cristalliser si c'est des actions cotées à la bourse ou si c'est un chalet, là, ça ne peut pas être de la cristallisation, il faut que ça soit de la transaction réelle. OK. Peut-être une petite dernière, puis après, je pense qu'on on reviendra à la fin s'il y en a que je n'ai pas couvertes. Excusez. Pour un particulier, l'argent investi pour faire des gains en capitaux a déjà été imposé. La question est-ce que le taux après impôt sur les particuliers et impôt sur gains en capital ne devient pas excessif? Ouais. Je suis pas sûr qu'on peut l'additionner comme ça, là. Ouais, On peut pas faire ça puis dire finalement dans l'ancien système 53 plus 26, ça m'amène à 60. Je pense pas qu'on puisse le voir, mais c'est vrai qu'en partie que quand on investit, c'est des dollars après impôt, là. la même chose. Mais c'est la même chose pour quand on paye 100 nos taxes à la qu'on... consommation, là, c'est Oui, ça, c'est c'est ça. ça. Fait que ça, à ce C'est ça. compte-là, tout serait vrai. Oui, On tourne un peu. Je vais te laisser continuer. Je vais renoter ce que parfait. j'ai pas couvert encore. Parfait, c'est bon. Merci, Luc. Donc, on avance, on s'en va dans les mesures qui touchent davantage les particuliers, hormis le gain en capital qu'on a déjà traité. Il en avait parlé la semaine dernière, mais c'est vraiment été officialisé là, dans le budget. Donc, le régime d'accession à la propriété, le RAP, les critères initiaux, là, le critère d'admissibilité qu'il faut s'acheter une première maison, qu'il faut laisser l'argent minimum 90 jours dans un REER, il faut que le retrait serve à une propriété dans un maximum de 30 jours avant le retrait ou bien au plus tard le 1er octobre de l'année suivante. Tout ça, ces critères-là, là, ça ne bouge pas, y compris la règle de 1/15e par année, y compris si jamais vous ne remboursez pas votre REER, bien, ça va être ajouté à votre déclaration. Tout ça, c'est inchangé. En gros, il y a 2 paramètres qui changent. Le fameux montant maximum de 35 000 est majoré à 60 000. Et l'autre élément qui change, c'est que normalement, les remboursements devaient débuter la 2e année après le retrait. On s'en va à la 5e année après le retrait si le retrait est effectué entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, on comprend qu'il y a des gens qui ont déjà fait des retraits en 2022, en 2023 et dans les premiers mois de 2024 qui vont pouvoir retarder le moment où ils vont débuter les remboursements à leur REER. C'est le seul changement qu'il y a, là. Et donc, ce délai-là extensionné de 3 ans prévaut jusqu'à la fin de l'année 2025. Par la suite, on va revenir à 2 années après le retrait. Si vous avez déjà rappé un 35 000 en 2022-2023, vous ne pouvez pas le majorer à 60 000. C'est juste le volet délai de remboursement qui est également
modifié. Autre élément, l'impôt minimum de remplacement là, qui a été changé dans le budget précédent et qui prenait effet au 1er janvier. On est venu apporter, donc il y a eu des plaintes un peu de fiscalistes, on est venu apporter des assouplissements. Donc, les crédits pour dons, qui normalement devaient simplement être pris en compte à 50 vont être pris en compte à 80 certains éléments, SRG, aide sociale, indemnité, ça va être maintenant déductible lorsqu'on va calculer l'impôt minimum de remplacement. Et le crédit pour opérations forestières, qui était inclus à 50 va maintenant être pleinement inclus dans le calcul de l'impôt minimum de remplacement. Donc, des assouplissements qui fait que les gens vont avoir moins frappés durement par la mise en place de l'impôt minimum de remplacement. Une autre petite nouveauté que les gens parlaient depuis longtemps, donc régime enregistré d'épargne études. Pour les gens les moins nantis, ils ont accès aux bons d'études canadiens. Le simple fait d'ouvrir un régime enregistré d'épargne études, même s'ils n'y versent pas un sou, si vos revenus sont en deçà de certains seuils, comme on peut le voir dans la figure, donc le gouvernement fédéral verse 500 $ la première année et 100 $ par année additionnelle jusqu'à un maximum de 2000 $. On s'est aperçu que malgré l'avantage d'ouvrir un REE, beaucoup de gens ne le faisaient pas. Donc, le budget vient annoncer que pour les enfants admissibles nés à partir de 2024, lorsque les enfants atteignent 4 ans et que le parent n'a pas ouvert un REE, le gouvernement canadien va en ouvrir un. Donc, c'est quand même un élément important. Et donc, les sommes du bon d'études canadien vont être versées dans ce REE au nom de l'enfant. Il y a aussi, qui existe depuis quelques années, le fait qu'un enfant qui est admissible au bon d'études canadien depuis 2004, lorsqu'il atteignait l'âge de 18, 19 ou 20 ans, qui s'apercevait que ses parents lui avaient pas ouvert de régime enregistré d'épargne études, mais qui aurait eu droit au bon d'études canadien, pouvait en faire une demande. Ben, au lieu que ça soit juste entre 18 et 20 ans qu'on puisse faire une demande rétroactive, on prolonge jusqu'à 30 ans la possibilité de faire une demande rétroactive. Donc, entre 18 et 30 ans, un jeune adulte qui s'aperçoit que ses parents auraient pu lui offrir un bon d'études canadien peut en faire la demande. Crédit d'impôt, il y a une série de changements dans les crédits d'impôt. Crédit pour pompiers volontaires et volontaires en recherche de sauvetage. Le montant maximum du crédit est doublé. Crédit d'impôt pour l'exploration minière, ben, au lieu de prendre fin au 31 mars 2024, il est prolongé d'une année. L'admissibilité à l'allocation canadienne pour enfants, lorsqu'arrive le décès d'un enfant, des fois, les gens oubliaient d'informer le gouvernement, puis après ça, ils se retrouvaient à devoir de l'argent au gouvernement parce qu'ils avaient reçu des allocations et que l'enfant était décédé. Donc, on prolonge la période à 6 mois suite au décès là, qu'on peut bénéficier d'allocations canadiennes pour enfants. Il y a aussi une série d'autres mesures, là, la déduction pour produits et services de soutien pour les personnes handicapées. Donc, il y a un élargissement des dépenses admissibles, comme l'avait fait le gouvernement du Québec en matière de taxation du tabac et des produits du vapotage. Le fédéral avait déjà augmenté les droits d'accise au 1er avril parce que c'est indexé, donc de 1,59 $. Il réaugmente de 4 $ depuis minuit hier soir la cartouche en termes de taxation du tabac. Puis, il y a des adaptations correspondantes là, pour d'autres produits du tabac qui ne sont pas une cartouche de 200 cigarettes. Là. Donc, vous voyez, ça génère des recettes additionnelles. Et on a aussi un élargissement de la production automatisée des déclarations de revenus. Donc, un projet pilote à partir de l'été 2024 qui va être fait. Une série d'autres initiatives. Donc, on veut simplifier la vie à ceux qui ont les déclarations dans les situations les plus simples. Annonces diverses du côté budgétaire. Donc, on a annoncé l'introduction d'une prestation canadienne pour personnes handicapées. Ce n'est pas tout de suite. Ça va débuter au 1er juillet, ça va débuter en juillet 2025.
Donc, coïncidence juste avant la campagne électorale de août-septembre 2025. C'est pour les personnes handicapées à faible revenu, mais on n'a pas précisé les seuils. C'est pour les personnes handicapées de 18 à 64 ans. On parle de 2 400 par année. Et le gouvernement fédéral fait un plaidoyer en demandant aux provinces de ne pas réduire les versements de revenus de base qu'ils font aux personnes handicapées pour que ce montant-là s'ajoute à leur niveau de vie. Première phase du régime national d'assurance médicaments qui avait déjà été annoncé, qui est confirmé, et le coût est de 1,5 milliard sur 5 ans. Et on parle de moyens de contraception et de traitement du diabète essentiellement. Création d'un programme national d'alimentation scolaire également. On s'en va du côté des sociétés. Du côté des sociétés d'éducation. On dit société, mais dans le fond, un particulier qui ferait la même chose y aurait droit. Là, donc, ça touche davantage les sociétés, mais ça touche aussi les individus. Amortissement accéléré pour les immeubles construits pour la location. Donc, si on a un immeuble qui est construit pour la location, le taux d'amortissement passe de 4 à 10 pour les constructions débutant après le 16 avril 2024, donc depuis ce matin, et devant être construit avant le 1er janvier, débutant avant le 1er janvier 2031, devant être mis en service avant le 1er janvier 2036. Il faut que ça soit un immeuble d'au moins 4 logements et pour 90 de l'immeuble serve à de la location long terme. Et donc, vous voyez un peu la nouvelle mesure. On a aussi du côté des sociétés de l'amortissement accéléré qui vise à améliorer la productivité, donc brevets, matériel d'infrastructure de réseau, données logicielles, etc. Donc ça, c'est quand même des éléments à noter du côté de l'amortissement accéléré. Pour les PME qui ne sont pas au Québec, donc la mesure que je vous mentionne n'est pas applicable au Québec, donc pour ceux qui payent la taxe carbone fédérale, par exemple en Ontario, il va y avoir une remise canadienne du carbone pour les PME. C'est un crédit d'impôt automatique qui va être remboursable pour les entreprises de moins de 500 employés. L'élément va être rétroactif aux années 2019 et suivants. Le remboursement qui va être proportionnel en fonction du nombre d'employés. Il nous manque encore le taux, donc il manque des détails encore une fois. Et le gouvernement veut vraiment que ça soit visible. Ça va être un remboursement qui va se faire à part de le remboursement qui se fait des autres crédits d'impôt, par exemple, lorsqu'on produit la déclaration de revenus. On a aussi du côté des sociétés des nouvelles règles pour éviter la manipulation du statut de faillite. Donc, il y a des changements qui sont faits en matière de faillite pour les faillites qui vont débuter après la journée à partir d'aujourd'hui. Bon, pour la TPS, on ne rentre jamais beaucoup dans les détails parce que c'est quand même quelque chose de toujours un peu technique et complexe. Mais du côté de la TPS, on élimine la TPS pour les résidences étudiantes, pour les résidences étudiantes qui sont construites par les universités, les collèges et autres autorités scolaires publiques. Donc, élimination de la TPS pour les constructions qui débutent entre le 14 septembre 2023 et la fin prévue de 2030, en autant que, ayant débuté, avant la fin 2030 et qui doit être terminé avant la fin 2036. C'est dans la lignée un peu de ce qui avait été annoncé l'automne dernier là, pour la TPS sur les habitations neuves. On l'étend aux résidences étudiantes. Bon, mesure touchant la fiscalité internationale. Certains sont familiers avec les expressions pilier 1, donc convention multilatérale, pilier 2, donc impôt minimum mondial, taxe sur les services numériques. Oui, il y a des annonces dans le budget, mais vous voyez de la manière que c'est formulé. Réaffirmation de l'engagement, confirmation de l'intention d'appliquer, confirmation de l'intention d'appliquer ou de présenter bientôt cette mesure. Donc, on est beaucoup dans les intentions. Cela dit, pour la taxe numérique,
Dans les revenus de l'État, on a budgété 2,3 milliards en 24-25, puis 900 millions par année, une fois que les mesures découlant du projet de loi C-59 auront été approuvées. Puis pour le pilier 2, l'impôt minimum mondial, on parle de 6,6 milliards sur 3 ans qui sont inscrits au budget de l'État à partir de 26-27. Du côté de la fiscalité internationale, on a aussi le cadre de déclaration des cryptoactifs de l'OCDE ainsi que la norme commune de déclaration. Donc, vous voyez qu'on s'engage à des échanges automatiques de renseignements sur les cryptoactifs. C'est quand même important de le souligner et ça va être pour les entrées en vigueur pour les années civiles 2026 et suivantes. On arrive aussi pour des retenues d'impôts pour des fournisseurs de services non résidents. Il y a une proposition qui est faite dans le budget pour permettre à l'Agence du revenu du Canada de déroger à l'obligation d'appliquer la retenue de 15 % sur les montants versés à des non-résidents pour des services rendus au Canada. Possibilité de ne pas les percevoir. Il y a aussi une série de mesures qui touchent le logement. Dans le diapo que nous allons, dans la présentation qui est mise en ligne sur le site de la Chaire, on va les détailler. Ici, je ne les présente pas là, parce que c'est des mesures qui sont relativement techniques. Il y a aussi une série de mesures diverses qui vont vous être présentées à l'intérieur du document que nous avons produit. Mais ici, pour la présentation, je vais plutôt m'en aller plus rapidement à la période de questions. Et évidemment, toutes les mesures qu'on vous a présentées peuvent se retrouver si vous téléchargez le budget. On a essayé de bien vous le vulgariser et d'éviter que vous ayez à lire le budget, mais évidemment, la source ultime reste le budget qui a été présenté hier par la ministre des Finances. Alors, Suzy, je te lègue le micro pour la période de questions. Oui, donc j'y vais. Donc, je continue un peu. Il reste des questions sur le gain en capital. Je vais les poser, puis, mais il y a quand même une de tes collègues qui me fait noter que dans le budget, il y avait quand même une phrase qui disait que d'autres modifications corrélatives seraient également apportées afin de tenir compte du nouveau taux d'inclusion et donc que des détails additionnels seraient communiqués au cours des prochains mois. Donc, il y a des questions peut-être qu'on ne peut pas couvrir. Je les pose quand même. Je te laisse juger. C'est toi qui l'as lu plus cette partie-là. Là. Ça, c'est sûr que c'est point dans ma cour. Pour le gain en capital, quel serait l'impact sur l'impôt minimum? Est-ce qu'il y a quelque chose à cet égard? J'ai pas vu qu'il disait des modifications à l'impôt minimum, donc ça peut m'avoir échappé, là. Mais normalement, quand on réajuste dans l'impôt minimum, c'est pour essayer de tenir compte de la portion non imposable. Donc, dans ce cas-là, si la portion non imposable est moindre, ça veut dire que l'impôt minimum aurait moins de grippe un peu parce que vos revenus sont déjà déclarés de manière plus pleine et entière, là. OK. Je vais y aller plus politique fiscale un peu. Quelqu'un demande, est-ce que vous pensez que Revenu Québec va s'harmoniser aux nouvelles mesures d'imposition du gain en capital, globalement, sur l'ensemble des mesures, l'exemption de 250 000, l'incitatif entrepreneur canadien, naturellement tenant compte aussi de ce qui a été dit aujourd'hui, disant qu'il n'a pas pris la décision puis qu'il réfléchit encore d'ici la fin de la semaine. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire à cet égard-là? Ou c'est quoi ta position ou ton impression? Bon. C'est pas Revenu Québec, c'est le ministre des Finances qui va décider. Oui. Revenu Québec l'applique, là, et donc, une fois qu'il aura reçu les consignes du ministre des Finances. Du côté du taux d'inclusion, si on regarde l'historique, depuis que l'impôt sur le revenu fédéral existe et que les provinces ont eux-mêmes un impôt sur le revenu, le traitement du gain en capital et du taux d'inclusion a toujours été le même en même temps. Donc, une harmonisation en temps réel entière. Quand on est passé de 0 à 50, de 50 à 66, de 66 à 75, de 75 à 66 à 50, toujours c'est fait en temps réel, toujours pleine harmonisation. Je pense que ça sera encore le cas.
Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. Québec ne peut pas avoir un taux différent à la hausse pour toutes sortes de raisons de planification fiscale qui ferait que le gain se réaliserait à l'extérieur. Est-ce que Québec devrait jongler avec l'idée d'avoir un taux d'inclusion inchangé et donc plus bas et que des gains en capital se réaliseraient au Québec? Je pense qu'on est plus dans du déplacement de gains en capitaux, au capital au Québec et je pense pas que c'est porteur. Et compte tenu du plan de retour à l'équilibre budgétaire du ministre des Finances qui est déficitaire et difficile, je pense que l'harmonisation va se faire du côté du taux d'inclusion. Du côté de l'exonération de gains en capital, encore une fois, les montants pour l'exonération générale sont les mêmes, mais on se rappellera que Québec avait déjà augmenté plus vite pour les agriculteurs, donc il y a déjà eu des écarts de montant maximum. Il n'y a rien qui oblige Québec à dire je vais m'harmoniser au taux. Il pourrait décider de ne pas le faire. Encore une fois, s'il s'harmonise à l'inclusion, probablement qu'il va s'harmoniser à l'exonération. Et pour l'incitatif entrepreneur canadien, probablement qu'il va le faire, mais là, il n'y a pas d'obligation. C'est libre à Québec de décider. Quand je regarde le gain en capital qui est réalisé au Québec, est-ce que les PME ont besoin de cet incitatif-là compte tenu du gain moyen? Peut-être que le gain moyen des entrepreneurs hors Québec est plus élevé que le gain moyen au Québec et que l'incitatif est plus justifié à l'extérieur. Je ne sais pas, là, bon, ça va nous prendre des chiffres. Celui-là, il pourra prendre un peu plus de temps pour y penser. Et c'est peut-être, s'il y en a un des trois qui ne s'harmonisait pas, c'est sans doute celui-là pour lequel il pourrait hésiter le plus longuement. Mais si on met tout ça ensemble, probablement qu'ils vont s'harmoniser à tout. Bon, merci. Quelqu'un qui est là, on est dans autre chose. Quelqu'un demande, est-ce que ça serait préférable que le fédéral présente son budget avant la présentation des budgets provinciaux? Comme à l'époque, c'était, là, je dirais. Comme à l'époque, et donc vieilles, sans doute que cette personne-là a un vieux souvenir qui dit, dans le bon vieux temps, ça se passe à demain. Donc, effectivement, jadis, le fédéral présentait son budget en février, puis les provinces présentaient leur budget en mars. À l'époque, cependant, on attendait grosso modo qu'est-ce que le fédéral ferait en transferts fédéraux. Là, maintenant, il l'annonce en décembre, les transferts fédéraux, donc c'est peut-être moins pertinent pour ça. Mais vous voyez que quand on fait ce genre de changement-là, effectivement, si les provinces le faisaient après, ben ça ferait est déjà adapté. C'est ça. Parce que je pense que ça a coupé un petit bout. Surtout que les provinces, finalement, ils ont quand même des enjeux. Plusieurs provinces ont des enjeux budgétaires. Là, tu l'as montré tantôt. On change de sujet. Question un peu plus technique. L'augmentation du retrait autorisé pour le RAP est permis à partir de quelle date? C'est bien à partir de la date du budget, il me semble. Ben moi, j'ai pas le document sous les yeux, mais c'est pour, à mon avis, c'est pour c'est minimum. Ben, tu pouvais pas, mettons ça peut difficilement être rétroactif parce que la banque, l'institution financière n'aurait pas voulu que vous sortiez 60 000 bon, on va prendre pour acquis que c'est après le budget, là, depuis que l'annonce est faite. Merci. Là, je veux juste pas en oublier. La proposition permettant à l'Agence du revenu de déroger à l'obligation de retenue de 15 % pour des services rendus au Canada. C'est juste une proposition, si j'ai bien compris. C'est quoi le fondement logique derrière ce projet? Alors, je ne sais même pas dans quoi. Honnêtement, là, je ne sais pas si tu as suivi J'ai suivi ta question. J'ai suivi les personnes qui ont préparé ces diapos-là dans le cadre du PowerPoint pour aujourd'hui. Mais je ne suis pas capable d'aller plus loin sur c'est quoi le justificatif, pourquoi on permet cette exemption-là. Ça doit être des cas assez particuliers, mais je peux pas en dire plus. Est-ce qu'il serait juste de croire que des changements du gain en capital au niveau de l'immobilier, développement, investissement, etc., pourraient avoir un impact négatif sur les investissements futurs dans ce secteur-là? Répète-moi ça.
Est-ce que il pourrait avoir des effets négatifs, des changements pour le gain en capital dans le secteur de l'immobilier, par exemple, pour l'investissement, le développement de l'immobilier? Est-ce que c'est ça, y a-t-il des potentiels effets négatifs de cette hausse Ben, tu d'imposition-là? sais, les gens qui sont dans l'immobilier ont tendance à dire que c'est tellement pas rentable que oui, tout ce qui vient. Mais c'est rare qu'un immeuble locatif perde de la valeur. Il y avait déjà un amortissement de 4. Là, on l'augmente à 4. Donc, à court terme, quand tu construis ton immeuble, l'amortissement vient rendre le truc plus intéressant. C'est sûr que le gain à plus long terme va être un peu plus imposé, mais selon la durée, passer à une inclusion de 50 à 66 et 2 tiers, si la disposition de l'immeuble se fait d'un horizon lointain, je ne pense pas que ça change la décision d'investir initialement en immobilier. Merci. Quelqu'un demande et inscrit: je comprends qu'il n'y a plus de principe d'intégration en matière de fiscalité, personnel versus corpo et distribution. Le principe d'intégration subit des petits contre-coups de plus en plus. Et là, c'est pour ça que quand on dit plus de détails suivront, peut-être qu'il y aura. Donc, on verra comment ça va se terminer, mais normalement, depuis que la fiscalité canadienne existe ou pratiquement existe, là, disons depuis la Seconde Guerre mondiale, on cherche à dire, ben, si vous gagnez un revenu dans une entreprise, société, ou si vous le gagnez personnellement, à la fin, il faudrait qu'il reste le même montant dans la poche de, de l'actionnaire dirigeant au final. Bon, ça n'a jamais été parfait comme intégration. Il y a tout le temps eu, tu sais, puis c'est tout le temps un peu théorique, mais là, effectivement, il y a des fiscalistes depuis qu'ils ont vu le budget d'hier, dire on vient encore rendre des enjeux d'intégration plus frappants. Là aussi, je pense qu'on est assez technique, là, fait que tu me le dis si ça ne marche pas. S'attend-on à des ajustements au regard du régime de l'impôt sur le revenu fractionné afin d'empêcher la démultiplication du taux d'inclusion préférentiel de 50 sur les premiers 250 000 entre plusieurs membres d'une même famille? Qu'on est rendu. Oui, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là sur la démultiplication du. Il faut que tu les réalises par toi-même quand même, les 250 000. Ça n'a pas été abordé. Ce que je peux vous dire par contre, c'est quand on regarde l'exonération cumulative du gain en capital qui peut se multiplier versus l'incitatif d'entrepreneur pour l'entrepreneur canadien, l'incitatif est quand même un peu plus restrictif que l'exonération qui devrait réduire la multiplication de l'incitatif en regard de l'exonération. Parce qu'il faut que tu aies été actionnaire depuis la création de l'entreprise d'un minimum de 10 Donc, ça apparaît un peu plus sévère et donc les multiplications d'exonération devront avoir été prévues au moment de la création de l'entreprise. Et donc, dans ce cas-là, il faut d'abord que ça ne passe pas nécessairement par une fiducie ou que les enfants soient minimalement nés avant qu'on pense à ce genre de truc-là. Mais on va un peu loin, je pense, ici. Là. C'est ça. Mais il y en a quand même plusieurs comme ça. Puis là, je t'avoue qu'il en est apparu. Je pense que l'essentiel, puis on comprend qu'il y aura d'autres de changements, mais quand même intéressant de voir que ça suscite l'intérêt comme ça. Je pense que c'est un changement majeur quand même à la fiscalité, là. Donc, pour des fiscalistes, c'est quand même une journée intéressante. Petite question, quelle est votre opinion sur le projet de déclaration de revenus pré-rempli? On ne peut pas être contre, hein? On peut juste être pour. Dans un monde idéal, on souhaiterait que ça soit vraiment facile d'accès et que les gens puissent se qualifier facilement. Mais on y va vraiment par étapes. Là. Puis là, on commence avec projet pilote. Peut-être que c'est la voie nécessaire à suivre pour que ça fonctionne bien. Merci. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je vais prendre 30 secondes pour partager autre chose, donc faire un petit peu de pub pour nos prochaines activités. Donc, avant de vous remercier, puis peut-être qu'entre-temps, il y aura d'autres questions. Je veux donc prendre le temps de dire que
Ça fonctionne bien, nos activités, là, plutôt encouragées. J'ai vu là, qu'on était monté à plus de 400 personnes aujourd'hui, là, fait qu'il y a de l'intérêt. Il y en a d'autres des activités, on en a plusieurs qui s'en viennent. Euh, 30 avril, un autre midi-conférence sur le salaire minimum. Le 23 mai, un midi-conférence avec des experts qui travaillent en fiscalité aussi, à la veille du symposium, qui est une journée, symposium de la fiscalité, le symposium André Larreau qui a lieu le 24 mai. Ce sont tous des activités gratuites. Cette fois-là, ça sera en présentiel. Et à la mi-juin, donc juste avant l'été, une journée de réflexion de la chaire. Là aussi, une belle journée qui dure toute la journée avec une série de conférences. Donc, je vous invite à aller sur notre site, à aller de voir ce qu'il y en est. Vous vous inscrivez à toutes, à une, à quelques-unes. Vous êtes les bienvenus et on va être très contents si vous participez de la même façon. Là. C'est bien sûr, pour ça qu'on le fait aussi. Donc, je vous remercie. Je vous remercie pour tout ça. Je te remercie, Luc. Est-ce un petit mot de la fin de ton côté? Non, simplement, on voit l'intérêt, je vois que des questions puis des remerciements continuent d'apparaître, là. Donc, ben, merci à vous tous quand même de vous connecter en aussi grand nombre. Donc, on le fait, mais c'est le fun d'être nombreux à, à contribuer à cette activité-là. Oui. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir.